que sais-je encore. Comment? Les problèmes qualité. Voilà. Donc le vrai sujet, et c'est un sujet qui demande beaucoup de courage en injection parce qu'au début les gens ne croient pas que c'est possible. Le vrai sujet, c'est de dire mais comment je peux réduire mon temps de changement à une demi-heure ou un quart d'heure. C'est-à-dire divisé par 4 ou divisé par 8. Si je réduis mon temps de changement à une demi-heure ou un quart d'heure, ce qui se fait dans l'injection, les meilleures injections ils sont là, peut-être même 10 minutes. À ce moment-là, je peux réduire ma taille de l'eau du même facteur, divisé par 4 ou divisé par 8. Et si je réduis ma taille de l'eau du même facteur, mon stock ici réduit du même facteur. Donc à la place d'un entrepôt de 10 000 m², j'ai plus besoin que de 2000 m². Ou de 1000 m². 1200. Ok? Donc la taille de l'eau et le temps de changement moule associé ont un impact très important sur les capex, sur le cash emprisonné, donc stock, les capex éventuels, et sur les coûts qui sont des coûts cachés. L'AMOI, souvent c'est tartiné de manière forfaitaire, ça ne se voit pas, l'obsolescence pareil, c'est des coûts cachés. Le gars qui gère le magasin, il est forfaité pour tout le monde, personne ne voit. Et donc c'est là où les indicateurs financiers ont parfois quelques limites, c'est qu'on n'arrive pas bien à voir au réel ce que ça coûte. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on travaille sur le temps de changement, on a des impacts très importants sur ces indicateurs-là. Donc la clé, c'est le SMED. Et la réduction de la taille de l'eau correspond. Voilà. Alors, l'extrême étant qu'on libère complètement l'entrepôt et qu'on arrive à stocker le stock au pied des presses. Alors, dès qu'on libère l'entrepôt, eh ben, on fait des économies, s'il était loué, de 500K à 2 millions par an. Si on envisageait de l'acheter, ben, c'est autant d'investissement, ça peut être autant d'investissement limité. On va réduire le BFR, on va réduire les stocks donc le BFR. Alors si ce bâtiment-là était propriété de l'entreprise, eh ben, maintenant il est disponible pour accueillir de nouvelles productions. Et quand il accueille de nouvelles productions, c'est de la contribution positive à la marge, puisque un certain nombre de coûts fixes sont déjà là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc Somera Libère et Forestia Intérieur Système a beaucoup travaillé sur ce sujet. Moi j'ai une question, justement, c'est la réduction de la fameuse main-d'œuvre répartie, parce qu'effectivement, d'où nos difficultés sont de bien mesurer. Typiquement, avec ça, on a plein de trucs où c'est trop difficile à cibler sur le flux. Souvent, on a besoin de la mesure et des vrais chiffres dans des organisations qui ne sont pas mûres et qui n'y croient pas encore. Ou qui ont besoin de se rassurer avec des bons chiffres en disant « Ah oui, c'est vrai, ça gagne ». Dans les organisations qui sont un peu plus mûres, dans le déploiement du Lean, il n'y a presque plus besoin de se justifier. Et à partir du moment où on dit on gagne 50% du CARIS qui était affecté à plusieurs ateliers, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller dans la justification permanente de coûts. Voilà, mais au début, oui, il faut. Les gens qui ne savent pas, effectivement, il faut toujours se justifier. Ah oui. Et ça devient une œuvre parce que Si tu veux parler, Jean-Paul. Je voudrais donner une petite information. Dans les organisations les plus avancées, les gens, lorsqu'ils bâtissent leur budget et leur comptabilité analytique, ça va être basé sur une simulation du fonctionnement de l'entreprise sur une VSM pour les 6 mois ou pour l'année à venir. C'est-à-dire que la VSM ne devient pas seulement un outil de diagnostic ou de projection à venir, ça décrit précisément le mode de fonctionnement avec tous les postes de travail qui existent. Et donc le budget futur d'amélioration est basé sur déjà une analyse qui est faite par le comité de direction, et donc vous avez la VSM qui est en face avec le budget et avec les nouveaux projets. Et donc à ce moment-là, on arrive effectivement à avoir une relation, je dirais, quasiment mathématique
entre les résultats financiers et les outils du Lean. Mais ça n'arrive que dans des entreprises qui sont dans cette démarche au minimum depuis 10 ans ou 15 ans. Et qui ont vraiment une réelle maturité sur le sujet à tous les niveaux de l'organisation. Dans ce cas-là, la VSM devient un outil de vision, un outil de pilotage stratégique. Alors, si on avait un peu plus de temps, on pourrait détailler en quoi le Lean peut aider à réduire les stocks, donc besoin en full roulement. En vrac, on peut citer le lissage, on peut citer le fameux SNOP, on peut citer l'amélioration de la fiabilité et de la qualité des machines, donc c'est un peu la notion de TPM et de résolution de problèmes. On peut citer le flux continu. On peut citer le Kanban Allofix quand ça s'y prête. Après, il faut regarder, évidemment, Kanban Allofix ne se prête pas à 100% des entreprises industrielles. Et puis, on peut citer le lissage des approvisionnements fournisseurs, le stockage de composants à plat, c'est-à-dire sans pelletier. Ou encore mesurer le taux de service fournisseur de manière très précise au camion et exprimer les besoins par camion en quantité d'aide. Bon. Ce serait trop long à développer, mais retenez qu'il y a pas mal de choses au niveau du Lean pour travailler sur les stocks et les réduire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, autre chose intéressante, on est intervenu chez un client, métier de projet, métier d'affaires, qui vendait des spectromètres, donc des appareils très avancés de mesure pour la recherche, donc le CEA, le CNRS, etc. Et alors, ces gens-là étaient des experts du produit, vraiment très forts sur le produit, qui est un produit avec de l'électronique, de la mécanique, de l'optique, mais pas forcément des experts de l'amélioration ou de l'organisation. Donc, en fait, la façon pour produire ces spectros, ils avaient un atelier qui devait faire, je sais pas, 2000 mètres carrés, implanté par technologie avec 36 tables, et chaque table était dédiée à une technologie. Et donc il n'y avait pas du tout de notion de flux, donc des stagnations du produit, des tables à 70-80% toujours vides, jamais les mêmes, mais quand vous regardiez en instantané, 80% des tables étaient vides. Donc, surconsommation de surface liée à l'organisation du travail. Ce qui a été fait, c'est de segmenter les produits par type de produit et par type de process. Et ce qui a été fait, c'est de réaffecter les produits à 4 process différents. 1, 2, 3, 4. Donc, on a constitué 4 lignes de fabrication, alors que là, ils n'étaient pas du tout en ligne. Des petites lignes dites en U, pour ceux qui connaissent, avec sur les lignes tout ce qu'il fallait pour produire. Donc, avant, ils étaient obligés de descendre à la cave pour aller chercher les équipements nécessaires. Ça, on a supprimé. On a mis en place une organisation où tous les équipements étaient sur ces petites lignes en U. Alors, le paradoxe, c'est que quand vous regardez le même atelier, on a libéré 60% de surface. Alors, ça leur faisait tout bizarre parce qu'ils avaient l'impression d'être dans une salle de bal. Mais forcément, quand il y a 80% de tables non utilisées à un instant donné, mais en fait, elles tournaient, c'était jamais les mêmes qui n'étaient pas utilisées. Et ben, on occupe de la surface inutilement. Donc, l'idée de ces petites lignes en U qui sont la manière la plus compacte de produire, tout en étant ergonomiquement meilleure, parce que tous les composants étaient à bonne hauteur et à proximité, les composants et les outillages. Et ben on s'est retrouvé avec tout ça d'espace libre. En instantané, les mètres carrés, ça rapporte bien. Par contre, si vous savez réimplanter et dégager un carré donné, vous pouvez mettre de la production en plus, vous pouvez céder des mètres carrés à un tiers, que sais-je. Donc si vous le faites avant d'investir, vous pouvez gagner sur l'investissement, ce que j'ai appelé investir intelligemment tout à l'heure.
Si vous le faites après avoir investi, eh ben, vous essayez de mettre des volumes en plus ou de sous-louer cette surface. Alors il y a une troisième option qui consiste à, lorsque vous avez des stockages extérieurs de pièces, c'est souvent le cas pour les industriels, on peut utiliser ces espaces-là pour rapatrier le stockage chez nous, de manière à s'éviter les coûts de transport de la plateforme jusqu'à l'usine et vice-versa, et de manière à s'éviter les coûts de prestations logistiques fréquentes. Donc impact PNL. Alors, un autre exemple, ce coup-ci, financier. Financier pur, on a travaillé sur un processus financier qui est un processus de clôture d'exploitation dans la construction. Chez un client en construction. Ce client en construction, il fait la clôture mensuelle en 7 jours. Et donc on a travaillé avec ce client pour la fameuse VSM. Donc on a fait une VSM du processus de clôture d'exploitation pour essayer de lister tout ce qui se passe dans le processus de clôture d'exploitation. Et les petites pastilles de couleur, ce sont les différents services impliqués. Avec une vision linéaire du process, mais aussi une vision Gantt, c'est-à-dire ça ce sont les actions du process, avec à quel moment ça intervient dans les 7 jours. Alors on a fait ça 4 fois pour des clients différents, et à chaque fois le résultat est le même, sensiblement le même. On arrive à réduire de 24 à 33% le temps passé par les collaborateurs dans la clôture d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'ils valident moins, parce qu'ils s'attendent moins, parce qu'il y a moins d'opérations en dehors du système d'info d'origine, parce que leur maladie c'était de faire des à côté Excel pour compenser les manques de fonctionnalité du système du logiciel. Et aussi parce qu'on arrête de contrôler ce que le précédent vous envoie, parce que ce que le précédent vous envoie, ça commence à être bon. Et puis aussi, on enchaîne mieux les opérations. Dans cette démarche-là, vous aviez une influence sur le logiciel ou pas? Comment? Vous aviez une influence, une marge de manœuvre sur le logiciel, ou c'est juste la méthodologie, la façon dont ils faisaient leur clôture? Une influence, mais pas totale. Parce que on est au sein d'un grand groupe qui a plusieurs filiales, le logiciel CSAP est utilisé par plusieurs filiales, et que l'informatique est dans une filiale elle-même. Donc c'est rigide là, il n'y a pas d'espace. Il faut se battre. Il faut se battre et à chaque fois toujours prouver le ROI, retour sur investissement, aux informaticiens. Et essayer de contacter les autres filiales pour savoir si c'est le même problème. Et auquel cas, ne pas y aller tout seul, mais y aller avec toutes les filiales en disant bah oui, on a tous le même problème, donc le ROI c'est sur tout le groupe, et donc ça vaut le coup de dépenser 50 000 €. Mais pour compléter la réponse, 50% des actions, ou 60% des actions étaient organisationnelles, et 40% informatiques. Et des fois aussi, au niveau de l'informatique, c'est aussi par méconnaissance de l'outil. Oui. Nous, on a des pratiques dans certaines filiales qui sont méconnues des autres filiales, donc du coup qui font effectivement ces petits fichiers en parallèle. Et d'en discuter, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui savaient faire, et donc du coup on a repris aussi de ces compétences. Alors, en impact délai, en plus du gain sur la charge ou sur le temps passé, il y a 30 à 40% sur le délai de clôture. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de comprendre quels sont les consommateurs principaux du délai. Pourquoi? Et essayer de travailler dessus. Souvent, on constate que dans un processus de clôture, ce qui mange le plus de délai dans la fenêtre de 7 jours ou 10 jours, c'est les attentes. Les gens s'attendent. Donc le sujet, c'est comment faire en sorte qu'ils ne s'attendent plus. Pourquoi ils s'attendent? Et comment faire en sorte qu'ils ne s'attendent plus. Les contrôleurs de gestion attendent la compta, les contrôleurs de gestion attendent les conducteurs, les assistants de gestion attendent les conducteurs, etc. Alors, il y a un autre impact qui est impossible à chiffrer, mais qui est à connaître, c'est que le personnel était moins stressé, plus de sérénité, pas de nocturne.
moins de risque d'erreur aussi, parce qu'on a travaillé le verrouillage des erreurs. L'erreur, j'étais avec la communauté de financiers vendredi, ils me disaient, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire quand il y a une erreur humaine? Je dis, bah, c'est pas une fatalité l'erreur. Il faut comprendre pourquoi la personne s'est trompée. Il y a une raison pour laquelle elle s'est trompée. Donc, si jamais on essaie de comprendre la raison pour laquelle elle s'est trompée, on peut peut-être mettre en place des choses. Vous avez ça, excusez-moi, avec une analyse VSM? Comment? Vous avez appliqué la méthode, le VSM, sur ce genre de process? Oui, sur le processus financier, vous l'avez là, la VSM. Hein. Ouais. Depuis le début de la clôture jusqu'à la fin de la clôture, c'était on rend le chiffre à l'étage du dessus. Et quand vous êtes confronté, ça c'est vécu, quand vous êtes confronté à une gestion organisée par un ERP, dans lequel il est extrêmement difficile de faire évoluer les modules, de les adapter, d'adapter le flux d'informations au flux réel, ça peut prendre très longtemps. Oui, mais souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 60% d'actions dans le plan d'action qui était là, qui était organisationnel, donc hors système d'info, et 40% système d'info. Bah, ce que vous faites, vous mettez de côté les actions informatiques, puis vous traitez les... D'accord, ok. Et puis déjà, vous obtiendrez 60% des gains qui sont déjà bien. Ah, ben clairement. Moi, je l'éteindrai carrément. Et justement, en termes de gains, c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple. Comme c'est le repository, ça c'est à différencier en fonction des entreprises, de la taille. Moi, par exemple, j'ai pas d'ERP dans ma société. Mon ERP, c'est Excel. Et je veux surtout pas d'ERP. Pour cette raison-là. Mais moi, je peux le faire, on est 14. On est 14 et avec Excel, ça va à peu près. De temps en temps, j'ai des blagues, mais grosso modo, ça va à peu près. On n'est pas 3000, 10 000. Justement, sur l'impact, cette amélioration-là, aujourd'hui, en termes financiers, qu'est-ce que ça rapporte d'avoir une clôture qui a lieu 40% plus tôt? Ah, il n'y a pas que ça, il y a l'impact coût. Il y a 25 à 30% de moins de personnes qui sont impliquées dans la clôture. Oui, mais mon contrôleur de gestion, il est là. Oui, même s'il a moins de choses à faire, il est là. Bah, ça dépend de votre organisation. Si vous avez un contrôleur de gestion pour 3 sites, bah, vous pouvez peut-être lui donner un 4e site. Après, effectivement, la difficulté, c'est de gérer la transformation acter en gain de coût, c'est pas toujours évident. Mais c'est un peu comme marquer un essai, mais voilà, il faut aussi transformer. On a l'outil de pilotage aussi. Plutôt on a l'outil de pilotage. Plus fine et la manipulation. C'est de la visibilité sur les chiffres qui est plus rapide à obtenir pour la direction. Quand on réduit les délais de clôture, ça veut dire que le reporting est sur la table de la direction. Alors ça, c'est l'aspect délai, mais il y a l'aspect coût. C'est-à-dire qu'en parallèle, dans le délai de clôture, les heures hommes cumulées des gens qui travaillent dessus sont réduites de 25 à 30%. Non, mais éviter de venir bosser un week-end sur 2, c'est pas... Éviter de venir bosser un week-end sur 2, c'est pas mal. Voilà, ça c'est ça. Mais effectivement, nous, c'est ce qu'on a aussi sur les aspects amélioration de performance.